Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette émission consacrée aux aidants familiaux. Vous êtes peut-être vous-même concernés, en tout cas vous le savez, on a tous besoin de se sentir aimé pour bien grandir, pour mieux vieillir. Le lien social est primordial et c'est une des lourdes tâches qu'assument les aidants familiaux en France. Groupama a donc décidé de mettre un coup de projecteur sur ces 11 millions de personnes qui viennent quotidiennement en aide à un proche. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs principales difficultés au quotidien? Quelles solutions existent pour les accompagner et les soulager? Pour en parler avec moi sur ce plateau, Maryse Montango, bonjour. Vous êtes présidente de la Fédération nationale des aidants et accueillants familiaux. Vous êtes consultante en gérontologie et vous avez été surtout vous-même aidante. Vous avez accompagné votre belle-mère qui souffrait de problèmes respiratoires pendant plus de 20 ans. Merci beaucoup d'être avec nous. On va tenter de faire un état des lieux de la situation. Dans un premier temps, poser le cadre. On est dans une société vieillissante. On va rappeler précisément qu'est-ce que c'est un aidant familial. Alors un aidant familial, c'est une personne qui va s'occuper d'un de ses proches et qui est en perte d'autonomie. Donc ça peut être bien un conjoint, un enfant, une personne handicapée. Voilà, donc il va s'en occuper. C'est donc un aidant. 11 millions d'aidants actuellement et des chiffres en progression. 20 millions en 2060, oui. Donc 90% s'occupent d'un membre de la famille. C'est assez étonnant. Il y a des chiffres qui sont parlants. Voilà. On va continuer justement à détailler le profil de ces aidants parmi les chiffres clés de 2020. On remarque tout d'abord que la population, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, est de plus en plus sensibilisée à cette thématique, mais il y a quand même 52% des Français qui n'ont aucune idée de ce qu'est un aidant. 52%, c'est aussi le pourcentage des aidants eux-mêmes qui n'ont pas conscience de leur statut et du coup probablement ils n'ont pas conscience des aides dont ils pourraient bénéficier. Comment vous l'expliquez ça, Maryse Montango ? Alors déjà, il faut savoir que l'aidant, le fait d'être aidant, c'est quelque chose que l'on subit. Donc c'est vrai que la première des choses, si vous voulez, qui arrive à l'aidant, c'est déjà d'accompagner la personne aidée, de vouloir de faire le nécessaire pour aider cette personne. Et donc après, dans un deuxième temps, il va prendre conscience de la nécessité de s'occuper de lui, s'il en prend conscience et s'il a le temps. Et c'est bien souvent là que justement il peut, s'il a des informations, voir qu'il est aidant. Cette démarche, elle est faite dans la communication et on voit que le chiffre augmente. Pour autant, c'est vrai que le terme d'aidant, il y a un problème de sémantique. Le terme d'aidant ne correspond pas à la fonction ou à ce que fait vraiment la personne qui accompagne un proche. Alors en tout cas, l'aidance informelle, elle concerne toutes les catégories d'âge, tous les milieux sociaux, les actifs comme les inactifs. Le profil des aidants est très divers. Une tendance néanmoins se dégage. 58% sont des femmes, 62% sont en activité et 80% ont moins de 65 ans. La nouveauté, si je puis dire, Maryse Montango, un profil qui tend à se rajeunir. 49% ont moins de 50 ans. Comment on explique ce phénomène ? Alors simplement, il y a malheureusement des maladies neurodégénératives qui font que, on a des aidants plus jeunes. Et puis il y a cette connaissance aussi de l'aidant et la communication qui est faite on le voit bien, par un public large, aussi bien au niveau des CCAS qu'au niveau de tous les organismes. On voit bien que tout le monde essaie de mentionner et de parler des aidants. En quoi le lien social est primordial, Maryse Montango ? Alors, il faut savoir que l'aidant, dès lors qu'il va s'occuper de la personne âgée, il va commencer à s'isoler et à rompre avec ses proches, ses amis. Donc, il peut se trouver enfermé dans la maladie ou dans la perte d'autonomie de la personne qu'il va aider. Et donc, c'est très important de maintenir ce lien social et de faire en sorte justement qu'il continue à faire partie de la société. Les aidants, c'est un enjeu sociétal. Et ils sont partie de notre société et il faut en tenir compte. L'isolement, donc, qui ne touche pas à nous, on aurait plutôt tendance à croire l'aider, mais non, finalement, qui touche tout le couple aidant-aidé. Absolument. Et justement, alors des solutions existent pour lutter contre cette solitude, cet isolement. Le terme fort de mort sociale est même parfois employé pour faire face à ce drame silencieux. Une belle idée est née en 2014 du côté de Saint-Malo. Si vous avez des photos dans votre téléphone, eh bien vous les envoyez à la société Familéo qui s'occupe du reste. Elle va créer une gazette, un journal familial à destination par exemple de vos grands-parents afin de partager ces petits bonheurs du quotidien en famille et de conserver ce précieux lien social dont on parle. Écoutez les explications d'Armel Deléquin, l'un des fondateurs de Familéo. On l'écoute, on en parle juste après.
Aujourd'hui, la situation est compliquée. Il faut savoir qu'en France, il y a un peu plus de 4 millions de personnes âgées qui souffrent de solitude. Et souffrir de solitude, c'est aussi parfois n'avoir aucun contact pendant plusieurs semaines, aucun contact construit, aucun échange de plus de quelques minutes. C'est ce qu'on appelle la mort sociale. Et la mort sociale, aujourd'hui, elle représente un peu plus de 300 000 personnes, chiffre qui a doublé d'ailleurs pendant la période de pandémie. Et c'est véritablement un drame silencieux que nous vivons aujourd'hui en France et que les gens ne voient pas. Et pourtant, c'est très important. Ce lien social, c'est un pilier du bien-être personnel. On ne peut pas bien vieillir sans se sentir aimé. On ne peut pas bien vieillir sans sentir qu'on a du prix aux yeux de ses proches. Et quand on n'a absolument aucun contact, que ce soit avec des amis, des voisins ou sa famille, eh bien, souvent on se laisse un peu dépérir, on se laisse aller, on n'a plus goût à la vie, alors qu'il suffit simplement qu'il y ait voilà, quelques échanges, quelques marques d'intérêt de la part de proches ou de voisins ou d'amis pour se donner le goût de la vie. Alors concrètement, Familéo, c'est une application mobile, un petit peu comme un WhatsApp, qui permet aux utilisateurs, aux enfants, petits-enfants, d'envoyer des messages sous la forme digitale. Donc voilà, aujourd'hui, on le constate, c'est que les petits-enfants ne savent plus écrire de lettres ou de cartes postales, ils utilisent leur smartphone en permanence. Et donc Familéo transforme tous ces messages en une gazette papier imprimée, envoyée par la poste au domicile de la personne âgée, de manière à lui apporter de manière simple des preuves d'amour de la part de sa famille sans qu'on ait à utiliser eh bien, les moyens habituels, comme je vous le disais, les lettres, les cartes postales qui aujourd'hui n'existent quasiment plus. L'effet collatéral de Familéo, c'est qu'au-delà de permettre à des petits-enfants, des enfants d'envoyer des messages, des preuves d'amour, je le disais, à leurs grands-parents, c'est aussi un moyen pour une famille eh bien, de se réunir, pour l'aidant de se sentir soutenu. L'aidant qui bien souvent est dans une solitude aussi avec l'aidé, qui voilà, se retrouve parfois un petit peu seul, eh bien, il voit qu'avec Familéo, il y a un réseau qui s'est constitué autour de l'aidé pour eh bien, lui permettre de se sentir aussi mieux accompagné. Et donc peut-être que Familéo contribue aussi à déculpabiliser une partie des enfants, des petits-enfants, des familles qui ne peuvent pas tout le temps être aux côtés de l'aidant. Eh bien, avec Familéo, il y a quand même voilà, un réseau qui existe, qui est concret et qui permet à tout le monde eh bien, de se sentir peut-être un peu mieux entouré. Alors déjà, 160 000 familles qui ont été conquises par ce concept Familéo. Quel regard vous portez sur ce genre d'initiative, Maryse Montango? Bien, je trouve que c'est une idée vraiment remarquable. Je trouve qu'il faut beaucoup d'initiatives de ce type. Et les aidants en ont besoin beaucoup. Alors Armelle Delequin dit que Familéo peut déculpabiliser les aidants. Est-ce que ce sentiment de culpabilité, c'est l'une des principales difficultés des aidants? Et si oui, pourquoi? Oui, c'est un sentiment de culpabilité qui accompagne l'aidant tout au long de son aidance. Hein. C'est-à-dire, c'est le temps qu'il va passer pour s'occuper de lui, c'est du temps où il va culpabiliser. On est en permanence dans la culpabilité. L'aidant est en permanence dans ça. Aussi bien lorsqu'il prend du plaisir pour lui, donc c'est en moins pour l'aider. Lorsqu'il est auprès de l'aider, c'est en moins pour ses enfants, etc. Et donc, c'est vraiment tout le temps dans la culpabilité. Et pourtant, l'aidant a un devoir de se ménager. Bien sûr, l'aidant doit, vous savez, il commence l'aidant par subir, et il subit, il apprend ça, et donc après il prend une décision qui va bouleverser sa vie puisqu'il va être obligé de quelquefois se reconvertir sur le plan professionnel. Ça a été votre cas, Maryse Montango? Tout à fait, parce qu'il faut rebondir, on ne peut pas rester aidant, c'est quelque chose, il faut rebondir et se resocialiser et se réinsérer dans la vie active. Il faut valider les compétences acquises pour montrer justement et valider ce que l'on a fait. Alors, quelles sont les autres difficultés rencontrées par les aidants? Le manque de temps, j'imagine évidemment le poids des démarches administratives. Oui, les démarches administratives, bien que ça se soit amélioré et que voilà, je dois dire que c'est assez très lourd. Hein, lorsque vous avez déjà la perte d'autonomie d'une personne qui vous est proche et en plus vous êtes accablé par des pertes de revenus quelquefois, parce que la notion d'argent, il faut aussi en parler.
Et donc il y a tout ça qui vient se greffer, et donc c'est très lourd à assumer. Avez-vous été en proie à de l'épuisement, vous, Maryse Montfautan? Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose, c'est très insidieux, l'épuisement, parce qu'on ne se rend pas compte. Ça commence par un petit peu abandonner un peu certaines choses, ne plus s'occuper de soi, ne plus prendre le temps pour soi. Et puis après, si on veut se réinsérer dans la vie sociale, prendre du temps, mais sur le sommeil, sur des choses comme ça, et donc l'épuisement arrive vite. Eh bien, la prévention de l'épuisement, c'est l'une des principales préoccupations de Leïla Limane. Cette coach et consultante issue du monde médical a créé en 2016 à Nantes le premier centre de prévention de l'épuisement, un danger qui guette évidemment les 11 millions d'aidants en France. Quels sont les signes avant-coureurs? Quels risques pour la santé et comment les prévenir? Écoutez ces conseils. Nous avons pu constater aujourd'hui sur le terrain que 62% des aidants sont en activité. Et ce cumul-là les rend à très haut risque d'épuisement. 58% de ces aidants sont des femmes. Donc les femmes sont beaucoup plus à risque. Et en entreprise, 34% des salariés sont des aidants. J'invite aujourd'hui les entreprises à mettre rapidement en place des actions de prévention primaire. On arrive à cet épuisement quand on dépense son énergie vitale beaucoup plus vite que sa capacité à la reconstituer. On crée une dette de fatigue et donc cette dette de fatigue va venir perturber les processus de maintien de santé et d'équilibre physique et psychique. C'est vrai pour tout le monde et l'aidant particulièrement à risque doit surveiller les signes de cet épuisement-là, notamment le sommeil perturbé, les réveils nocturnes, le fait de se réveiller et d'être encore fatigué et les problèmes de mémoire et de douleurs physiques. En apprenant tout simplement les fondamentaux de la prévention de l'épuisement pour maintenir la qualité de vie et la santé. Il existe des formations et des accompagnements pour développer les 7 leviers santé, particulièrement et spécifiquement adaptés pour la prévention de l'épuisement, tels que la gestion de son temps de repos, les activités psychocorporelles de régénération, l'alimentation santé. L'aidant doit particulièrement veiller à garder son sommeil de qualité et respecter ses temps de repos. Il doit aussi manger dans un environnement calme, boire régulièrement de l'eau et s'hydrater, encore plus que les autres. Faire de l'activité physique, c'est important, 30 minutes par jour. Alors ça peut être du yoga, du tai chi, de la marche nordique. Et surtout pratiquer des exercices de respiration avec la sophrologie ou la méditation. Plus on respire lentement et profondément, plus on active son système nerveux central parasympathique et c'est lui qui va déclencher les processus de régénération. Le mental s'apaise et on va dormir de façon beaucoup plus qualitative. L'aidant rencontre 2 difficultés majeures, la gestion de son temps et la culpabilité. 27% des aidants ne prennent pas de temps pour eux parce qu'ils ressentent de la culpabilité et d'autres, tout simplement, ils n'arrivent absolument pas à trouver du temps libre. Il existe un droit au répit qui est organisé par les départements et certaines associations, ce qui permet de trouver ce temps pour que l'aidant puisse se former et j'invite vraiment tous les aidants à bénéficier et faire appel à ce droit-là pour pouvoir maintenir leur santé dans le temps. On va rebondir sur ce droit au répit qui a été instauré dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement, loi entrée en vigueur en 2016, portée notamment à l'époque par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Qu'offre-t-il ce droit au répit? Qu'est-ce que c'est, Maryse Montfautan? Alors, le droit au répit, c'est une reconnaissance de l'aidant lui-même pour la première fois, c'est-à-dire qu'on lui reconnaît le droit d'avoir un répit. Et cette enveloppe est donnée par les départements dans le cadre du plan d'aide, aussi bien pour une personne âgée que pour une personne handicapée. Alors, quelles sont les offres? Comment ça se traduit? Alors, les offres sont variées. Il y a énormément d'offres. Hein. Ça va de l'intervention au domicile de l'aidant et de l'aider, hein, de manière à soulager l'aidant. Il y a des services civiques qui mettent en place tout un tas d'actions et je crois que le mieux c'est de se tourner vers les départements et le dernier, c'est vrai, auquel on pense peu, il y en a, hein, il y a les portages de repas, il y a tout un tas de choses et le baluchonnage qui vient du Canada, qui est une initiative du Canada, mais je crois qu'il y a aussi une chose auquel on pense peu, c'est l'accueil familial,
qui est, il faut savoir, l'accueil familial, ce sont souvent des aidants eux-mêmes, des gens qui étaient aidants et qui sont devenus accueillants familiaux. Et donc c'est un mode d'accueil de proximité qui a un caractère familial et qui répond tout à fait à la demande. Je pense qu'il mériterait d'être développé. Et pourquoi ils ont décidé Alors ils ont décidé, mais tout simplement, sont souvent des aidants qui, de par la précarité de leur statut et des contraintes quelquefois malheureusement financières, il faut en parler aussi, eh bien, ont été obligés de se reconvertir. Et la seule reconversion qu'ils ont vue, c'était de faire profiter de leurs compétences les gens qu'ils accueillaient. Alors, si on veut rester dans un environnement familial, par exemple, pour partir en vacances, est-ce que des offres s'offrent à nous, c'est le cas de le dire, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est compliqué pour un aidant de partir en vacances, par exemple ? Alors, c'est compliqué, c'est toujours compliqué de laisser la personne aider. J'ai envie de dire, il n'y a pas qu'une solution. Donc, je dois dire, à chaque profil correspond une réponse. Et c'est même pour ça que la fédération est à l'écoute à ce moment-là des familles, pour les aider à trouver justement quelque chose qui corresponde. Soit ils peuvent s'adresser au département ou à notre fédération ou d'autres associations d'aidants qui sont tout à fait compétents pour répondre. Alors, dernière question avant de vous libérer, Maryse Montango, je vous le rappelle, vous êtes présidente de la Fédération nationale des aidants et des accueillants familiaux. Vous l'avez dit, tous les aidants peuvent évidemment se tourner vers vous, vers votre site internet www.fnaaf.org. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels vous planchez actuellement, d'autres gros thèmes actuellement dans cette thématique des aidants? Il y a toujours des projets au sein de la Fédération, vous en doutez bien, compte tenu du nombre de demandes. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que nous voulons absolument valider les compétences de ces aidants. Et donc, nous travaillons notamment avec des organismes de formation. Et nous faisons d'ailleurs un appel aux gens qui souhaiteraient se joindre et venir nous rejoindre pour ce projet, justement pour valider les compétences des aidants et de manière à leur donner un diplôme qui permette une réinsertion sociale de manière à ce qu'ils retrouvent un emploi correct au sortir de l'aidance. Merci beaucoup pour cet éclairage et surtout merci pour votre action, Maryse Montango. Nous allons continuer à parler des solutions qui existent pour améliorer le quotidien du duo aidant-aidé. Nous allons parler des dispositifs complémentaires comme la téléassistance qui a connu des avancées considérables. L'expert en la matière, c'est Quentin Berton. Il va nous rejoindre dans un instant sur ce plateau. Comme promis, Quentin Berton nous a rejoint sur ce plateau. Quentin, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en téléassistance à la personne chez Groupama. Première question toute simple, la définition, qu'est-ce que c'est la téléassistance? Alors la téléassistance, c'est une solution d'aide et d'assistance à distance pour prévenir les chutes, les malaises ou les problématiques diverses que peuvent rencontrer nos sociétaires et pouvoir y répondre rapidement et intervenir aussi rapidement. En quoi ces solutions sécurisent les aidants familiaux? Alors les aidants familiaux sont souvent des personnes qui sont aussi actives dans la vie et elles ont besoin d'être rassurées et aussi de pouvoir se libérer du temps et de la sérénité. Et donc c'est en ça que ces solutions viennent les aider. Alors quelles sont ces solutions? Comment cela se traduit pour les aider? Alors pour l'aider, c'est tout simple. Il va devoir porter un petit bracelet discret et moderne au poignet qui va permettre de prendre en charge, soit par l'appui manuel, un malaise ou une problématique qu'il rencontrerait, ou automatiquement, en cas de chute, de pouvoir prévenir le centre d'alerte et qu'on puisse réagir en appelant les proches ou directement, si nécessaire, les secours. Ça, c'est une des avancées, cette détection automatique de la chute. Oui, il y a deux avancées. Il y a déjà le fait que ce soit un bracelet plutôt qu'un médaillon qui était un peu stigmatisant. Le bracelet aujourd'hui moderne se garde toute la journée, en plus parce qu'il est étanche. Donc ça permet de le garder même sous la douche, puisqu'on sait qu'il y a des accidents malheureusement qui arrivent à ce moment-là aussi. Et donc on peut le garder pour bricoler, jardiner. Et en complément, on a inclus dans le bracelet la détection de chute qui nous permet, si une personne chute et malheureusement ne se relève pas ou n'a plus la force ou d'appuyer sur le bouton, de pouvoir prendre l'alerte également. Alors ce bracelet, vous l'avez dit, on peut tout faire avec. Est-ce qu'il fonctionne vraiment partout dans des territoires même plutôt reculés? Alors oui, le bracelet, on le porte 24 heures sur 24 et il est étanche, donc on n'a pas besoin de l'enlever. Et la centrale de téléassistance, la centrale tactile, elle va pouvoir être branchée partout sur le territoire chez nos sociétaires et fonctionner partout sur le territoire français. Y a-t-il d'autres services, de nouveaux services proposés récemment?
Alors, on a fait évoluer notre offre en y apportant un service pour le lien social et familial avec, comme vous le voyez, la possibilité de faire des appels vidéo. Et ça a été très apprécié comme évolution de la part de nos sociétaires. Également, on y a inclus tout simplement avec la vidéo, la téléconsultation médicale gratuite et illimitée pour tous les bénéficiaires de notre solution de téléassistant. Et on a aussi, un peu dans le même sens, essayé de proposer un autre service qui est la téléconsultation médicale avec un médecin qui va pouvoir, grâce à l'appel vidéo, prendre en charge la personne à distance. Et on a aussi la possibilité d'envoyer l'ordonnance directement à la pharmacie, donc pour encore mieux accompagner la personne qui serait isolée. Tous ces dispositifs, est-ce qu'ils s'adressent seulement à des personnes dépendantes ou mieux vaut prévenir que guérir? Alors justement, on essaie de proposer tous ces services complémentaires pour équiper aussi les personnes qui seraient en situation tout simplement d'isolement et qui seraient tout à fait indépendantes. Comme on veut surtout, bien sûr, équiper les personnes dépendantes, les personnes malades ou les personnes handicapées. Alors Quentin, on va prendre un exemple. Ma maman, 71 ans, en pleine forme indépendante, est-ce que je lui propose par exemple ce bracelet? Eh bien justement, ce que vous voulez, c'est qu'elle reste le plus longtemps indépendante. Et donc, cette solution, ce bracelet, ces services complémentaires vont l'aider à l'accompagner et à rester vivre le plus longtemps possible chez elle, en pleine forme et entourée de ses proches. Alors, 670 000 personnes sont abonnées à une solution de téléassistance en France. C'est 4 fois moins qu'en Angleterre, par exemple. Quels sont encore les freins à l'utilisation? Alors, les freins, souvent, c'est quand on a des systèmes avec un collier, c'est un peu le côté stigmatisant. Donc, c'est pour ça qu'on y a apporté la nouveauté avec le bracelet. Et puis, tous les services complémentaires aussi qu'on y amène, c'est aussi pour essayer de proposer la solution au plus de personnes possible et à les aider à rester entourés le plus longtemps possible, sans juste leur apporter un système qui est juste là pour prendre des alertes. Combien coûte de tels dispositifs, Quentin? Alors pour moins de 15 € par mois, on va pouvoir proposer un système, en tout cas une solution de téléassistance à nos sociétaires. De la modernité donc pour sécuriser ce couple d'aidants aidés. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces précisions. Toutes ces informations seront rassemblées dans un guide des aidants familiaux créé par Groupama. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore Quentin. Merci à tous les intervenants. Merci à toute l'équipe technique et éditoriale de Groupama qui est toujours proche de vous. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission.